Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier live Occitanie Basket Formation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut Burnel, CTA de la Ligue d'Occitanie, et Thierry Gache, responsable des officiels sur l'ERO Occitanie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce dernier live est tourné sur la thématique de la préparation d'un match entre arbitre et officiel. Donc n'hésitez toujours pas à poser vos questions sur le Facebook Live pour que Thierry et Thibaut puissent y répondre au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Je vous laisse la parole, Thierry et Thibaut. Merci. Donc bonjour à tous. Le but de cette intervention aujourd'hui, ça va être un petit peu de faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe avant un match du point de vue des officiels. Mais également, ça peut servir aux officiels, donc arbitres comme OTM, à peaufiner un petit peu leur connaissance de ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans un briefing afin d'être plus performant. Parce que Thierry, je pense que tu me vas pas me contredire, pardon. Plus le briefing est de qualité, plus on a de chances de faire du bon travail sur le terrain, non? Oui, tout à fait, complètement. Le briefing, on va le voir sur les diapos. C'est un moment privilégié entre les deux familles d'acteurs, arbitres et OTM, qui font une seule et même famille, la famille des officiels. Et ce moment-là, il faut qu'il soit très bien construit et qu'on puisse y apporter des éléments très factuels pour pouvoir après, derrière, faire en sorte que la rencontre se passe le mieux possible. Exactement. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un sommaire assez étoffé. Donc avec pas mal de points. Pour faire simple, on va parler du briefing et du débriefing, quelle en est l'origine. Ensuite, on parlera du fonctionnement, de l'intérêt Avec un sommaire. et des informations échangées lors du briefing, pour ensuite parler des mêmes points, aborder les mêmes points, mais cette fois-ci au regard du débriefing. Dans un huitième point, on parlera des préoccupations communes, donc entre les arbitres et les OTM. Dans un neuvième point, on abordera les raisons qui peuvent expliquer une mauvaise communication, parce que la communication reste l'élément central qui régit un petit peu la performance de toute l'équipe des officiels. Et dans un ultime point, nous verrons comment éviter de tomber justement dans ces écueils. Allez, on commence tout de suite avec l'origine. Thierry, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'origine du briefing? Alors, l'origine du briefing. Une rencontre de basket, donc c'est trois types d'acteurs. Il y a les joueurs qui vont disputer la rencontre, donc les deux équipes. Ensuite, il y a les arbitres et les officiels de la table de marque. On s'est aperçu très vite que une bonne rencontre de basket, c'était une rencontre au cours de laquelle arbitre et OTM fonctionnaient bien et aller dans la même direction. Voilà. Donc c'est pour ça que ce briefing a été mis en place dans le but justement de réunir ces deux fonctions d'officiels différentes, OTM d'un côté et arbitre de l'autre, pour pouvoir mettre en place des règles et définir un plan d'action commun qui va aider à faire en sorte que la rencontre se passe bien. Effectivement, ouais. Tout l'intérêt de ce briefing, comme tu dis là, c'est d'établir un plan commun, des règles qu'on va essayer de suivre tous ensemble. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour les arbitres comme les OTM, c'est de fonctionner en harmonie. Et pour ça, il faut effectivement définir le cadre de cette comment dire coopération entre ces deux familles qui ne doivent faire qu'une en fait. Parce qu'on a tendance parfois à diviser les arbitres et les OTM, alors que au contraire, pas du tout. Plus on va aller dans le sens de cette harmonie, de cette coopération, plus on sera performant. Parce que tu vas pas me contredire non plus là-dessus, je pense, Thierry. Un arbitre ne peut pas être très performant s'il n'y a pas une bonne équipe d'OTM qui le suit, et inversement. Complètement, et on verra au cours de la soirée, avec les différents exemples qu'on va pouvoir développer, effectivement, l'un sans l'autre, ça marche pas bien. Exactement. Donc on passe à la diapo suivante. Fonctionnement. Quand est-ce qu'a lieu le briefing? Donc 1 heure avant le début de la rencontre à haut niveau et 30 minutes avant la rencontre dans les autres divisions. Donc Thierry et moi, nous avons la chance d'évoluer à haut niveau. Donc effectivement, le briefing que nous connaissons, c'est principalement celui qui commence 1 heure avant le début du match. Mais dans la plupart des divisions, donc là, ce qui représente
le plus gros nombre de matchs et de rencontres, c'est une demi-heure avant. Qu'est-ce qui explique cette différence, Thierry? La différence peut s'expliquer par le fait que c'est pas qu'on a plus de choses à se dire sur un briefing à haut niveau, c'est juste que les deux parties, côté arbitre comme côté OTM, on a peut-être sûrement besoin de davantage de temps pour se préparer, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, à rentrer dans cette rencontre. Et comme je dirais à ce stade de haut niveau, on sait ce qu'on a à dire au briefing et se voir une heure avant, ça va pas mettre en péril ça va pas mettre la rencontre en péril, bien au contraire, les éléments on les a, on les connaît, on échange avec les arbitres, on se dit ce qu'on a à se dire, et derrière chacun repart de son côté, les OTM pour finir leurs tests, leurs essais et préparer la rencontre, et les arbitres de leur côté pour se préparer aussi. Effectivement, et il y a aussi un autre point qui peut expliquer cette différence, c'est qu'à haut niveau, il y a parfois des cérémonies d'avant-match, il y a des protocoles qui peuvent prendre plus de temps, et si effectivement on réalisait ce briefing une demi-heure avant le début du match, bah, ça voudrait dire que les arbitres auraient très très peu de temps pour se préparer physiquement, s'échauffer avant le début du match. Ça explique également cette différence. Ensuite, où? Alors à cette question-là, la réponse c'est dans le vestiaire des arbitres pour le plus souvent, mais parfois ça peut être dans une pièce calme, espacée, mise à disposition du club. Pourquoi? Parce que il faut quand même qu'on se retrouve dans dans un certain contexte. On peut pas faire ça dans une salle où il y a du bruit, on peut pas faire ça à un endroit où il y a du passage, parce que comme on l'a dit, on doit faire équipe, on doit définir des règles. Il faut que ce soit un minimum sérieux. Il peut y avoir de la bonne ambiance, il peut y avoir des conversations un petit peu plus légères, mais l'essentiel c'est quand même de définir un plan commun et le contexte le plus favorable à ce plan commun, ça reste un endroit calme et le vestiaire des arbitres le plus souvent quand on a la place. Ensuite, qui est présent? Donc les arbitres, de notre côté, on peut être 2 arbitres comme 3 arbitres. Et ensuite, je vais te laisser prendre la parole, Thierry, pour les OTM. Alors les OTM, donc on va avoir le marqueur. Le marqueur, son rôle sur la rencontre, c'est de tenir sur une feuille de marque, comme on indique, l'évolution du score et les différentes fautes qui vont être attribuées à chaque joueur pour synthétiser un peu son travail. On va avoir le chronomètre de jeu, donc lui son rôle c'est de tenir les temps de jeu de la rencontre, que ce soit les temps de chaque période, 4 ou 8 minutes, que ce soit les temps morts qui vont être pris au cours de la rencontre, que ce soit les temps d'intervalle, 2 minutes entre les premiers, deuxième, troisième et quatrième quart-temps, les 15 minutes de la mi-temps, etc. Donc tout ce travail-là, c'est le chronomètre de jeu qui s'en charge. Le chronomètre des tirs, anciennement opérateur des 24 secondes, pour ceux qui ont du mal à faire la transition avec la nouvelle appellation, c'est la personne qui va avoir à gérer le temps d'attaque de chaque équipe. Au basket, chaque équipe a 24 secondes pour tenter le tir. Donc son rôle à lui, c'est de tenir ce chronomètre des tirs. Et l'aide marqueur, dans le cas où il y en a un, sur certaines divisions à haut niveau, on va avoir un aide marqueur qui va être désigné. Dans les divisions inférieures, c'est plus aléatoire, ils ne sont pas désignés, on peut en avoir sur les rencontres, mais ils ne sont pas forcément désignés. L'aide marqueur, son travail, c'est d'aider le marqueur, c'est écrit dans le nom, c'est-à-dire son rôle sur la rencontre, ça va être de faire passer, de donner au marqueur toutes les indications qui vont être données par les arbitres sur le terrain, les numéros des joueurs qui commettent une faute, la valeur des tirs à 2 ou 3 points, etc. Et en plus de ça, tenir à jour le tableau d'affichage avec les points et les fautes des joueurs. Donc ces 4 personnes-là, 3 ou 4 personnes, suivant le cas où il y a un aide marqueur ou pas, sont obligatoirement au briefing avant la rencontre. Exactement. On a aussi la présence parfois, et le plus souvent à haut niveau, d'un commissaire. Il peut intervenir notamment avec les OTM, il peut intervenir avec les arbitres. Comme je disais, c'est surtout le cas à haut niveau, ça représente la majeure partie de la présence des commissaires. Et enfin, on a un observateur qui peut être présent, donc comme les arbitres, enfin pour les arbitres comme pour les OTM. Donc l'observateur pour les arbitres, pour ceux qui sont pas du tout initiés à ce genre de termes, l'observateur c'est la personne qui va venir pour évaluer entre guillemets les arbitres. Donc effectivement, c'est la personne qui va potentiellement donner une note à la fin du match, mais c'est aussi et surtout, c'est comme ça qu'on doit le voir, une personne extérieure qui va nous donner des conseils et nous guider pour les prochains matchs. Donc il va relever certains points de bon fonctionnement ou de mauvais fonctionnement, et en pointant ces certains points, il va nous permettre d'être plus performants pour les prochaines rencontres.
Voilà. Et l'observateur peut être présent aussi chez les OTM. C'est ça, Thierry? Tout à fait. L'observateur, il y a maintenant des observateurs OTM. Et donc, c'est exactement la même chose que pour les arbitres. Il est là pour observer la prestation des OTM sur la rencontre et éventuellement donner une note, à minima faire un compte rendu de la prestation. Et donc, c'est pour ça il assiste au briefing et au débriefing. Il ne participe pas, il n'intervient pas du tout. Il assiste juste au briefing et au débriefing pour voir les informations qui sont échangées et voir si l'OTM remplit bien toutes ses fonctions. Exactement. Ensuite, quel est l'intérêt pour les officiels? Donc, comme je disais, c'est d'avoir un moment calme avec uniquement l'équipe d'officiels pour se présenter, apprendre rapidement à se connaître, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que on ne connaît pas forcément les OTM, et même chose pour les OTM, ils ne connaissent pas forcément les arbitres. C'est parfois la première fois qu'on se rencontre, et donc c'est important aussi, au-delà de la poignée de main d'avant-match, c'est important d'échanger quelques mots, d'apprendre rapidement à se connaître, de voir un petit peu à qui on a affaire quelque part, d'appréhender un peu les personnalités de chacun, avec leurs points positifs, leurs points négatifs, être un petit peu plus à même de savoir comment vont réagir l'équipe d'officiels, que ce soit du côté des arbitres ou des OTM. Et donc comme je disais, ça arrive qu'on se connaisse pas parce que, pour prendre mon exemple personnel, moi cette année j'ai dû côtoyer une trentaine d'OTM dans ma saison. Et sur la trentaine d'OTM, je pense qu'il y avait 70% que je rencontrais pour la première fois. Donc c'est très important au début d'avoir ce contact et d'apprendre un petit peu à se connaître et de savoir chacun comment on va fonctionner. J'imagine que c'est la même chose pour les OTM, Thierry. Oui, c'est exactement le même constat. Surtout quand on monte de niveau et quand on arrive sur un nouveau niveau, il faut voilà, apprendre à faire connaissance avec les arbitres, apprendre à travailler avec eux. Même si après, sur le haut niveau, pour parler de celui-là, on recroise fréquemment, voire très fréquemment, les mêmes arbitres. Donc après, on se connaît, on apprend à travailler ensemble. Oui, complètement. Effectivement, plus on évolue dans une division, plus on a de chances de connaître les OTM de cette division et du coup de savoir comment on fonctionne chacun. Ensuite, préparer et se préparer à la rencontre. Donc ça, c'est l'intérêt pour les officiels. Donc d'échanger des informations importantes pour le bon déroulement de la rencontre, de mutualiser des expériences passées pour éventuellement mieux y répondre. Ça arrive très souvent que nous, les arbitres, quand on dirige un petit peu le briefing, on essaye de solliciter les OTM et de leur demander s'ils ont eu des expériences qu'ils souhaiteraient nous partager et qui peuvent être importantes pour le match. On va donner quelques exemples juste après. Se mettre d'accord sur la façon de communiquer. Comme je disais, communiquer, c'est vraiment, c'est un rôle prépondérant, la communication dans la performance de l'équipe des officiels. L'intérêt, c'est également de contextualiser la rencontre. Donc, résultat du match aller, on va le voir aussi à travers un exemple, ça peut avoir son importance. Et prendre conscience des enjeux sans se mettre une pression inutile. Parce que parfois, quand on arrive en fin de saison, avec des matchs qui peuvent être déterminants pour la montée vers le haut ou la descente vers le bas, ça peut être déstabilisant de trop se mettre la pression et de dire ok, c'est un match très important, faut absolument pas qu'on fasse d'erreurs, etc. Comme pour n'importe quelle échéance, le fait de se mettre la pression, ça peut avoir un côté positif, mais jusqu'à une certaine mesure. Si on dépasse cette mesure-là, ça peut avoir des effets très néfastes, et c'est pour ça qu'on doit apprendre à doser un petit peu cette pression. Concernant les expériences passées, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple, Thierry, d'expériences que tu donnerais dans un briefing, par exemple, si je te demandais si tu avais à me faire des retours? Les expériences passées, on peut les points qui peuvent être abordés, ça peut être des situations de jeu qui ont eu lieu sur des rencontres sur lesquelles on a officié. Par exemple, des tirs qui touchent ou qui touchent pas l'anneau, la version de l'entraîneur est différente de la vision de l'OTM. Voilà, ça peut expliquer par exemple que le coach se mette en colère sur une situation que lui a jugée à son désavantage, les arbitres interviennent, ça discute, l'entraîneur prend une faute technique. Voilà, ces informations-là doivent être échangées au briefing. Il faut que quand on rentre sur le terrain, on soit au courant peut-être de ce qui s'est passé le week-end dernier ou il y a deux week-ends en arrière, où un coach est sorti frustré d'une rencontre pour une décision qu'il a jugée à son désavantage. Et il faut savoir que voilà, il faut qu'on ait en tête que cette frustration, il l'a peut-être pas complètement évacuée et qu'il va peut-être essayer dès le début de la rencontre
de mettre une pression supplémentaire sur les officiels, sur les arbitres et sur les OTM pour essayer, lui, justement, d'évacuer cette pression supplémentaire. C'est le genre d'information qu'il faut qu'on puisse avoir ou échanger lors du briefing pour vraiment arriver sur le terrain avec un maximum d'informations possibles. Complètement, oui. On définit les règles du coup pour communiquer. Et nous, les arbitres, ça peut nous arriver parfois, par exemple, de dire aux OTM, bon bah, il m'est arrivé la semaine dernière qu'un coach frustré me demande un temps mort et je ne savais pas s'il y avait le droit ou pas. Donc, je vous demanderai si c'est possible de me prévenir à chaque fois qu'un coach prend un temps mort, de me prévenir de combien de temps mort il lui reste, combien de temps mort restant. C'est une information qui peut être importante pour nous, au même titre qu'un grand nombre d'informations. Mais voilà, c'est faire des sortes de rappels parce qu'on revient parfois sur les mêmes choses, mais c'est des rappels importants parce que c'est des informations qui vont jouer sur notre performance pendant le match. Et en termes de contextualisation, il peut y avoir également l'influence du résultat du match aller. Tout à fait, oui. Vas-y, je te laisse poursuivre sur ce point, Thierry. Oui, on peut rajouter cet élément dans le briefing. Là, comment s'est passé le match aller? L'équipe locale a gagné par exemple son match aller de 20 points. Et par contre, par rapport au classement, vu la fin du championnat, l'autre équipe a besoin de se refaire, a besoin de gagner ce match. Et si elle peut, de reprendre le point d'avérage sur son adversaire. Ces infos, c'est pareil au niveau TM, il faut qu'on les ait. Parce qu'un match à plus 19 à 2 minutes de la fin, on peut penser qu'on a fait le plus dur et on va commencer à se déconcentrer et peut-être rater des demandes de temps mort ou de remplacement, alors que l'entraîneur en question, lui, il est à plus 19, mais il a perdu de 20 points pendant le match aller, donc il a encore besoin de pousser son équipe, donc lui peut être prêt à nous demander un temps mort, parce qu'il a ses raisons qui sont bonnes, hein, et que nous, OTM, si on n'a pas ce contexte de la rencontre aller en tête, on peut rater à cause de ça des demandes de remplacement de temps mort qui vont être pourtant très très importantes pour le coach qui est devant. Oui, complètement. Ouais. C'est des choses qui peuvent arriver et c'est des informations qu'on se doit d'avoir. Parce que, au même titre que pour les OTM, nous, les arbitres, on doit avoir cette information pour ne pas être surpris. Comme je l'avais mentionné dans le live de la semaine dernière, d'ailleurs, que je vous invite à voir en replay si vous ne l'avez pas vu, euh, une des choses les plus importantes pour l'arbitre, pour être performant, c'est de ne pas être surpris et de s'attendre, entre guillemets, à tout et n'importe quoi. Et on doit s'attendre à l'impossible, on doit être prêt à l'impossible dans le sens où si ça arrive, on ne sera pas surpris. Et le fait d'être surpris, ça nous conduit à faire des erreurs. Tandis que si on n'est pas surpris, à l'inverse, on est plus performant. Donc pourquoi donner ces informations-là? Comme disait Thierry, une équipe qui a perdu de 20 points à l'aller, si elle a besoin de récupérer le goal average, il s'avère que sur le terrain, elle n'aura pas le même comportement que n'importe quelle autre équipe qui perd de 19 points. Parce que forcément, qui gagne, pardon, de 19 points. Parce que forcément, s'ils veulent récupérer le goal average, il va falloir qu'ils passent à plus 21. Et ça peut engendrer des comportements qu'on se doit de prévenir, entre guillemets. On va passer à la diapo suivante. Les informations échangées pendant le briefing. Qu'est-ce qui est important de se dire pendant le briefing? Donc déjà, il y a des informations administratives. Donc ça, généralement, c'est le marqueur, il me semble, qui nous dit ça. C'est ça. Traditionnellement, c'est le marqueur qui prend la parole en premier, qui donne toutes les infos administratives liées à la rencontre, c'est-à-dire la composition des équipes, combien de joueurs dans chaque équipe, est-ce qu'on a bien identifié les capitaines au moment de la remise des listes des joueurs, est-ce qu'il y a un coach? Traditionnellement, oui. Est-ce qu'il y a un assistant? C'est pas toujours le cas. Est-ce que le marqueur a rencontre des problèmes avec les licences, il manque des licences ou des choses comme ça? Point très important, est-ce que le délégué de club est identifié? Cette personne-là a un rôle primordial sur la rencontre, puisque c'est vers elle que vont se tourner les officiels pour toute question liée à l'environnement du terrain. Donc il faut que cette personne soit identifiée. Et ensuite, toutes les questions protocolaires, est-ce qu'il y a un protocole particulier, présentation des équipes, oui ou non? Est-ce qu'il y a une remise de fleurs, une remise de récompense à un joueur ou une personne quelconque? Est-ce qu'il y a un peu d'envoi fictif qui serait donné par un élu local ou quelqu'un comme ça? Voilà, toutes ces informations-là doivent être données au briefing aux arbitres pour qu'eux puissent se faire déjà un rétro-planning par rapport à l'heure de début officiel de la rencontre. Et en fonction du fait en fonction des éléments, protocole, pas de protocole,
on pourra définir ensemble les temps et les horaires à respecter pour tout caler dans le début de la rencontre. Absolument. Et c'est des informations qui pour nous peuvent paraître anodines, mais qui peuvent avoir leur importance pendant le match. Si on prend l'exemple de l'identification des capitaines, pourquoi ça peut avoir son importance? Parce que nous, sur le terrain, les arbitres, parfois on peut avoir besoin d'échanger avec un relais, qui souvent est le coach, mais qui peut parfois aussi être le capitaine. Et si on n'a pas cette information du numéro du capitaine de l'équipe A, bah, ça va être compliqué de passer l'information à toute l'équipe si on ne peut pas intervenir auprès du coach, par exemple. Transition parfaite, pourquoi on a besoin de connaître le coach et l'assistant? Parce que si jamais pendant le match, on a ce qui peut parfois arriver, un assistant qui coach à la place du coach, ça peut arriver parfois que le coach administratif n'ait pas les diplômes et qui officiellement soit le coach, mais qui officieusement ne l'est pas. Et nous, ça peut être une information très importante, puisque d'un point de vue administratif, enfin d'un point de vue réglementaire plutôt, l'assistant n'a pas le droit d'intervenir auprès des arbitres. Il a le droit d'être debout, il a le droit d'intervenir auprès des joueurs, mais il a interdiction d'intervenir auprès des arbitres. Et si nous, on a l'information qui est donnée par un OTM comme quoi l'assistant, c'est régulièrement la personne qui coach officieusement, et ben nous, c'est très important, parce que du coup, ça va changer complètement notre comportement vis-à-vis de cet assistant. On peut prendre d'autres exemples. Le délégué de club, pourquoi c'est important? Parce qu'en cas de problème, c'est notre interlocuteur privilégié, le délégué du club. Si on a par exemple des insultes racistes, on ne le souhaite bien sûr pas, mais ça arrive parfois dans certains matchs, dans certaines rencontres. Si c'est le cas, nous, notre interlocuteur, ce sera le délégué du club qui, lui, va essayer derrière d'intervenir auprès de cette personne. Présentation des équipes, protocole particulier, comme tu l'as très bien dit Thierry, c'est des choses qui sont importantes. Voilà, 1 minute de silence. C'est des choses qu'on a besoin de savoir un petit peu pour contextualiser la rencontre. Au-delà des informations administratives, on a également les informations techniques. Donc je vais te laisser parler du chronomètre de jeu, tir couplé, vas-y Thierry. Donc, information technique après les informations administratives, les arbitres ont besoin d'avoir quelques éléments sur l'état du matériel. Est-ce que le chrono de jeu et le chrono des tirs sont couplés ou pas? Ça va alerter les arbitres sur le fait de garder un œil sur le chronomètre des tirs dans le cas où ils siffleraient une faute, ils arrêteraient le jeu pour bien contrôler que le chronomètre des tirs n'a pas ensuite laissé découler 1 seconde ou 2 de plus que ce qu'il aurait dû. Les arbitres vont demander à écouter les volumes sonores des chronos de jeu et chronos des tirs pour avoir les sonneries en tête, voir les niveaux sonores et les différences de sonneries éventuelles. Présence éventuelle de guirlandes lumineuses sur les panneaux, c'est réservé aux rencontres de haut niveau. Le règlement stipule que doit y avoir sur les panneaux une guirlande lumineuse qui aidera les arbitres à gérer les fins de période de jeu et les fins de période de 24 secondes. Point important pour les OTM, est-ce qu'ils maîtrisent ou pas les appareils, dans le sens où s'il y a une correction de temps de jeu à faire, est-ce que l'OTM concerné sait manipuler l'appareil pour faire la correction de temps de jeu ou pas, ou mal? Alors logiquement, il devrait savoir le faire, c'est pour ça qu'on vient 1 heure avant les rencontres sur les matchs pour justement tester et manipuler un peu ces appareils. Et ensuite, point important, s'il en est, l'affichage du score et des fautes d'équipe. On a vu tout à l'heure que ce travail était réservé à l'aide marqueur quand il est désigné ou quand il y en a un. Dans le cas où il n'y en a pas, c'est le chronométreur qui prend cette charge de travail en plus de toute sa charge de travail habituelle. Donc ce point-là doit être spécifié aussi aux arbitres. Il faut qu'ils aient cette information, que c'est le chronométreur qui doit gérer aussi le tableau d'affichage. Parce que prenons l'exemple d'un match serré, on arrive sur la fin de la rencontre, il y a 1 point, 2 points d'écart. Les entraîneurs, sur chaque tir, sur chaque faute, sur chaque panier, vont se tourner vers le panneau d'affichage pour regarder le temps qui reste, le score, comment ça évolue et tout. Et si les points sont un peu longs à être affichés, c'est une source de stress pour eux aussi, et ils vont se retourner contre les OTM en protestant, en disant il me manque de points, etc. etc. Or, le rôle du chronométreur, c'est avant tout de gérer le temps de jeu. L'affichage du score, l'affichage des fautes, c'est quelque chose qui vient après. Donc c'est important de le stipuler lors du briefing pour que les arbitres aient aussi cette information de savoir que le coach, si le coach perd un peu son sang-froid sur la fin de la rencontre parce qu'il dit il nous manque des points au tableau d'affichage, c'est pas qu'il manque des points, c'est que ça va venir, ça va s'afficher, mais tout ne peut pas se faire en même temps.
Tout à fait, ouais. C'est vraiment des informations, je me répète, qui peuvent être très importantes pour nous. Chronomètre de jeu, tir couplé ou pas, comme tu disais Thierry, c'est important parce que nous, les arbitres, on peut avoir parfois, après qu'une violation de chronomètre de tir ait été sifflée, entre guillemets, le chronomètre de jeu peut parfois avoir un petit décalage si jamais il n'est pas couplé. Enfin, il peut y avoir des décalages entre le chronomètre de jeu et le chronomètre de tir. Donc c'est important pour nous de savoir si c'est couplé ou pas, parce que si jamais c'est pas couplé, informatiquement, on sait qu'il peut y avoir un petit décalage de par le temps de réflexe humain. Donc c'est à nous aussi d'avoir l'œil sur le chrono, si jamais c'est pas couplé, de faire en sorte que quand il y a une violation, les deux chronos soient bien arrêtés en même temps, et si c'est pas le cas, on pourra aller le corriger à la table. Le volume sonore, comme tu l'as dit, on le fait souvent tester, enfin les OTM le font souvent tester aux arbitres, c'est-à-dire qu'ils font sonner avant le début du match le chronomètre des tirs et le chronomètre de jeu. Ça a deux intérêts. Le premier, ça nous permet à nous les arbitres de dissocier les deux, parce que dans le feu de l'action, on n'a pas toujours, comment dire, on n'a pas toujours le temps de vraiment analyser calmement. Donc le fait de connaître et d'identifier vraiment les deux chronomètres de jeu et chronomètre de tir, ça nous permettra de ne pas faire d'erreur. Et le deuxième point, c'est que, et ça suit d'ailleurs le premier point, si jamais sur une fin de période on a un retentissement de chrono, il faut absolument qu'on ait identifié si c'est un chronomètre de tir ou un chronomètre de jeu. Parce que parfois, il peut arriver que les 24 secondes se terminent à, disons, 3 dixièmes de la fin de la période. Et donc ce sera à nous de savoir si le tir qui est parti avant la fin de la violation des 24, mais après, non, plutôt. Attendez, je me mélange, c'est un peu compliqué, ça arrive parfois pendant les briefings. Si jamais le ballon part avant que le chronomètre des tirs retentisse et que 3 dixièmes de seconde après, comme je disais, le chronomètre de jeu retentit, c'est à nous de bien analyser pour dire, ok, donc il n'y a ni violation des 24, ni violation de chronomètre de jeu. À l'inverse, le cas le plus complexe, c'est si le ballon part après le chronomètre de jeu, mais avant le chronomètre des tirs. Et là, ça voudra dire qu'il y a violation, mais qu'il y a violation et qu'on doit reprendre avec 3 dixièmes. Parce que du coup, c'est la différence qu'il y avait entre le chronomètre de jeu et le chronomètre de tir. Tu m'as suivi, Thierry, j'ai pas été trop C'est ça, compliqué. C'est bon. t'as juste inversé dans le deuxième cas, chronomètre des tirs et chronomètre de jeu. C'est ça. Mais c'est ça, il faut effectivement que les arbitres aient bien enregistré les deux sonneries différentes, chrono de tir et chrono de jeu, et ensuite pouvoir recaler l'action dans le bon déroulement. Exactement, parce que parfois il peut y avoir pendant le match ou même avant le match, comme je viens de le faire, des petites incompréhensions, des petits problèmes de communication qui derrière découlent des erreurs. Et donc le but c'est d'avoir forcément le moins d'erreurs possible, parce que l'intérêt commun des arbitres et des OTM, de l'équipe des officiels, c'est que ça se passe le mieux possible. Donc évitons les erreurs et essayons d'être propres sur notre communication pour que tout le monde s'entende et qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Ensuite, les informations échangées lors du briefing, donc il y a également sur la façon de communiquer. Donc très souvent, en tant qu'arbitre, on entend de la part des OTM pouce plaquette 3 points. Voilà, c'est une sorte de tic de langage qui arrive souvent. Qu'est-ce que ça veut dire, Thierry? Alors le pouce plaquette 3 points, c'est les trois moyens qu'a le marqueur de communiquer avec les arbitres pour lui dire, qu'il est prêt à l'occasion d'une remise en jeu, par exemple. Le fait de lever le pouce aux arbitres, c'est justement pour lui dire que la table de marque est prête et que le jeu peut reprendre. Les plaquettes, c'est le signal que va lever le marqueur après chaque faute de joueur. Le marqueur, après avoir inscrit la faute sur sa feuille de marque, doit lever la plaquette avec le numéro de la faute inscrit dessus. Et ce signal-là permet de faire savoir à l'arbitre qu'il est prêt, que toute l'administration est faite sur la feuille et que le jeu donc peut reprendre. Et la signalétique des 3 points, c'est une signalétique qui est reportée par le marqueur pour répondre aux arbitres qui valident eux un tir à 3 points pris sur le jeu. Donc le fait de reporter cette gestuelle par le marqueur montre aux arbitres qu'il a bien pris en compte l'annonce du panier à 3 points, et que donc il inscrit bien un panier à 3 points sur la feuille de marque. Malheureusement, on le verra plus tard, pouce plaquette 3 points, c'est quelque chose qui passe très bien au briefing. Après, c'est pas le tout de le dire, il faut le faire. Totalement, oui. Faut le faire parce que si jamais on ne le fait pas, nous les arbitres, ça peut nous arriver pour X raisons, une gestion un peu compliquée, on est un peu dans l'émotion, on ne contrôle pas que l'OTM, du moins l'équipe des officiels, nous a levé le pouce ou la plaquette pour dire qu'ils sont prêts. On repart alors qu'ils ne sont pas prêts, et c'est là qu'on peut commencer à engendrer des erreurs, et ça
très souvent un effet boule de neige parce que l'équipe des officiels qui sont présents à la table, les OTM, bah, comme ils étaient pas prêts, on repart, donc un petit peu dans la panique, il y a des choses qui sont saisies et mal saisies sur les appareils, et derrière, une erreur sur les appareils en découle d'autres parce qu'on essaye de corriger la première erreur, sauf que le jeu il continue, et donc il y en a d'autres qui découlent derrière, donc c'est très très important d'être d'accord du moment où on repart, d'être sûr que les OTM sont prêts. On peut également aborder la notion d'aide au chronomètre de tir sur la gestion de l'appareil. Moi, ça m'arrive très souvent lors des briefings de dire aux OTM que quand je suis placé à un certain placement d'arbitre, donc AK pour ceux qui connaissent un petit peu le placement des arbitres, quand je suis placé dans cette position, très souvent je dis aux OTM que en cas de litige, en cas de balle qui passe pas très loin de l'anneau ou en cas de doute, moi j'ai tendance à leur confirmer la décision qu'ils ont prise. C'est-à-dire que dans la demi-seconde, si je suis d'accord avec leur décision, je leur montre un pouce, comme ça les conforte et se disent bon, ok, il est d'accord avec moi et il y avait peut-être un petit peu, comment dire, il y avait peut-être, c'était peut-être une situation grise, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est d'accord avec moi, donc ça rassure un petit peu l'OTM. Ça peut aussi arriver que je ne sois pas d'accord avec la décision de l'OTM. Si par exemple il a laissé découler le jeu, alors que moi sur le terrain j'estime que le ballon a touché l'anneau, je peux très rapidement faire le signe à l'opérateur des 24 de remettre à 24 secondes. Et ça, c'est quelque chose qui est défini au briefing. Si je lui dis que ça peut arriver, que je fasse ça, et ben il sait que ça peut arriver et qu'il voit que je fais ce geste-là, très rapidement il peut corriger et on n'a pas besoin d'arrêter le jeu, ce qui permet de fluidifier la rencontre. Voilà, c'est le genre d'informations qu'on essaye de donner et qui sont généralement bien reçues par les OTM parce que ça les guide un petit peu sur la façon dont ils vont devoir procéder en cas d'erreur. C'est bien ça, Thierry? Oui, tout à fait, ça les guide et ça nous guide, je veux dire, et ça nous tranquillise aussi, parce que bon, au moins c'est lié au briefing, on sait que nous on a notre vision du jeu de la table de marque, le chronomètre des tirs, il y a des règles bien spécifiques sur le contrôle de balle ou pas, mais ça reste intuitif dans certaines situations, quand les ballons sont cafouillés, voilà, ça reste lié au jugement de la personne qui tient le chronomètre des tirs. Et d'avoir une aide sur le terrain qui va nous faire un petit pouce et qui va nous faire un petit geste de remise à 24, voilà. C'est une aide, ça tranquillise aussi, ça permet sur les 2-3 premières possessions, ça permet à l'OTM de rentrer dans sa rencontre comme il faut et ensuite après de jouer son match correctement. Totalement. Et puis ça peut marcher dans ce sens-là, mais également dans l'autre sens. Si jamais l'arbitre sur le terrain n'a pas vu et que l'OTM est persuadé de sa décision, en cas de litige, si jamais on va à la table pour essayer de corriger l'éventuelle erreur, l'OTM peut nous dire qu'il est persuadé de sa décision et nous, en tant qu'arbitre, on peut très bien dire tu as très certainement tu étais très certainement mieux placé que moi, tu as vu et tu es sûr de toi, je te fais confiance, on est une équipe et donc du coup on va s'asseoir sur la décision du moins on va prendre en compte la décision de l'OTM et on va repartir de cette manière-là. Ça permet un petit peu de faire équipe de façon harmonieuse et un petit peu de se défendre les uns les autres. Pourquoi j'aborde ce point-là? Parce que justement, ça fait écho au point suivant, aide à la gestion des bancs. C'est important de se défendre entre nous et d'être d'accord sur nos décisions et d'avoir une ligne directrice bien définie, parce qu'il peut arriver parfois, Thierry va très certainement nous le confirmer, que des coachs ou des joueurs interagissent directement avec la table des officiels. Et malheureusement, les officiels, de par leur poste et de par leurs droits et devoirs, entre guillemets, ne peuvent pas intervenir directement envers ces joueurs ou ces coachs qui peuvent être frustrés, qui peuvent avoir des propos désobligeants, etc. Et donc du coup, ça peut être défini lors du briefing, et ça doit être défini d'ailleurs lors du briefing, comme quoi les arbitres sont les interlocuteurs privilégiés des OTM en cas de problème, et ce sont eux et non les OTM qui interviennent parce que ce sont eux qui ont les armes. C'est bien ça, Thierry? Oui, complètement. Les arbitres, effectivement, les OTM par rapport aux arbitres n'ont pas d'armes d'armes entre guillemets pour se défendre du comportement des entraîneurs. Un entraîneur qui va mal s'adresser à un arbitre, il va avoir un avertissement, derrière il y a une faute technique qui va tomber. L'entraîneur qui s'adresse mal à l'OTM, il s'adresse mal à l'OTM, et puis si l'OTM ne fait pas passer l'information aux arbitres, ça peut continuer tout le match et s'envenimer tout au long de la rencontre. Ce qui peut se passer le plus souvent, c'est qu'un entraîneur va être frustré par une décision de l'arbitre sur le terrain, et pour évacuer sa frustration, il va se retourner sur la table de marque pour venir les chercher sur un point justifié ou pas. Mais voilà, il va venir vers les OTM pour évacuer cette frustration.
Et c'est ce point-là qui doit être abordé au briefing, c'est-à-dire que dès que, en tant qu'OTM, on a un problème de communication avec un arbitre, avec un entraîneur, pardon, il faut prévenir les arbitres pour qu'ils prennent la situation en main et puis qu'ils règlent cette situation. Ça peut se traduire de plusieurs façons. Ça peut se traduire juste par l'entraîneur qui s'énerve et qui va mal parler à un OTM. Ça peut sortir de ce contexte de frustration. Ça peut être un entraîneur qui prend de mauvaises habitudes et qui va faire demander le temps mort par un de ses joueurs ou par son assistant, alors que si on suit la règle, c'est lui qui doit demander le temps mort. Un entraîneur qui va demander un remplacement alors que le joueur est encore au bout du banc en train de faire ses lacets. Donc nous, à la table de marque, la demande de remplacement ne va pas être répercutée aux arbitres, et pour cause, le joueur n'est pas prêt à jouer. Derrière, l'entraîneur va s'énerver parce qu'il y a eu un arrêt de jeu, vous n'avez pas pris de remplacement, etc. etc. Voilà. Toutes ces situations-là qui peuvent très vite monter en régime sont à couper tout de suite, à tuer tout de suite en silence des arbitres. Totalement. Et ça passe par la communication, parce qu'on va le voir plus tard, c'est le genre de choses qu'il faut pas dire au débriefing. C'est le genre de choses qu'il faut dire sur le moment. Sur le moment, s'il y a un arrêt de jeu et que c'est possible. Et sinon, au prochain, ce qu'on appelle ballon mort, c'est-à-dire au prochain arrêt de jeu, pour que les OTM soient protégés. Si on l'apprend au débriefing, nous, on peut plus rien faire. On n'a plus les armes pour protéger les OTM dans ces moments-là. Si on l'apprend après, c'est trop tard. Donc c'est absolument à dire sur le moment, et c'est des choses qui sont définies au briefing. Si vous avez le moindre problème, dès que le chronomètre est arrêté, vous nous appelez, vous nous donnez l'information, et nous on se chargera d'essayer de régler ce problème. Et dernier petit point qu'on peut aborder sur la façon de communiquer, c'est la règle et l'esprit de la règle. Notamment dans des situations de demande de temps mort ou de remplacement. Comme tu l'as dit Thierry, c'est des situations qui peuvent être sujets à contestation. Parce que prenons l'exemple d'un temps mort qui est demandé par un coach qui vient de se prendre un run de 10-0. Forcément déjà il y a la frustration du coach qui est pas content de la prestation de ses joueurs et qui du coup va déjà être énervé de base. Il va demander un temps mort à la table de marque, et si ce temps mort, alors qu'il aurait dû être donné, ne l'est pas, ça peut rajouter de la frustration à la frustration, et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Donc parfois il nous arrive, quand on est arbitre et qu'on prépare un match avec les OTM, de définir comme règle que on doit agir dans l'esprit de la règle. C'est-à-dire que un coach qui se prend 10-0, eh ben on sait qu'il va prendre temps mort, ou du moins on sait qu'il est susceptible de prendre temps mort. Et cette information-là, elle doit être présente dans la tête des OTM pour, entre guillemets, ralentir le temps de réaction. C'est-à-dire que si on est surpris d'une demande, un peu comme pour les arbitres, quand on est surpris, on réagit pas forcément de la bonne manière. C'est-à-dire que s'il y a une demande de temps mort et qu'on est surpris par cette demande, on va peut-être mettre plus de temps à la répercuter et à siffler et à faire le geste du temps mort. Et donc du coup, ce temps de réaction qui est nécessaire aux OTM pour annoncer le temps mort, il peut parfois être trop long et il peut parfois faire que le temps mort ne va pas être accordé. Parce que entre le moment où il a été demandé le temps mort, c'était légal, et le moment où il est sifflé, bah ça peut plus être légal parce que le jeu est reparti. Donc à nous d'avoir cette information-là, à nous de dire aux OTM, si vous savez que l'équipe s'est pris un 10-0, attendez-vous à ce qu'il y ait un temps mort, pour raccourcir ce délai de réaction et pour faire en sorte que la demande de temps mort soit le plus rapidement possible concrétisée par le coup de sifflet de l'OTM qui vient siffler ce temps mort. C'est bien ça Thierry? Oui, c'est tout à fait ça. Il y a aussi la situation où l'équipe qui prend 4-0, 6-0, 8-0, 10-0, l'entraîneur va d'abord être énervé après ses joueurs, et il peut même, dans l'énervement, oublier de demander le temps mort alors qu'il savait très bien qu'il allait le prendre. Il va se retourner contre ses joueurs pour les engueuler, pour les bouger, et il va oublier de demander le temps mort. Donc, le temps qu'il se retourne pour le temps mort, on sera peut-être, si on reste dans la règle, en dehors, on sera sorti de l'occasion de prendre le temps mort. Pour le cas, il faut quand même que les OTM, qu'on soit aussi prêts en tant qu'OTM à vivre cette situation-là. On sait très bien qu'un coach qui prend 6-8 points d'affilée va faire quelque chose, va demander un temps mort. Donc il faut qu'on soit prêt à prendre ce temps mort-là. De la même façon, un joueur qui prend 1, 2, 3 fautes en suivant, on sait très bien qu'il va être coaché, qu'il va être remplacé. Donc là, c'est pareil, c'est une discussion qu'on a avec les arbitres au moment du briefing. Dans ce genre de situation-là, on sait que le joueur va arriver en remplacement. Ce joueur, si les fautes sont successives, n'est pas forcément prêt à entrer en jeu tout de suite. Voilà, on lui laisse l'occasion de venir pour ne pas pénaliser davantage l'entraîneur en question.
Voilà, c'est la différence entre la règle et l'esprit de la règle qu'on essaye d'imprégner au briefing pour dire que peut-être que d'un point de vue réglementaire, le temps mort ou la demande de remplacement n'aurait peut-être pas dû être accordé à quelques dixièmes de seconde près, sauf que l'esprit de la règle veut que on le fasse parce que le coach qui va être frustré de s'être pris, comme on l'a dit, un 6, 8, 10, 0, il a besoin de ce temps mort et finalement, si on lui accorde pas, on rajoute de la frustration à la frustration comme je le disais, mais ça va pas dans le sens du jeu parce que même le coach adverse, pour le coup, qui a mis un 10-0, il sait très bien qu'une demande de temps mort est légitime et il sait très bien que dans ces moments-là, un temps mort, c'est normal. Donc, à nous de le donner, même s'il n'est pas fait totalement dans les règles, on essaye de pas être trop pointilleux là-dessus, parce que c'est le genre de choses qui peuvent plus nous mettre en difficulté qu'autre chose. J'ai une petite question, Ah, Thibaut, sur justement un temps mort qu'on annule, par contre. bah alors ça, je vais laisser la parole à Thierry, parce que c'est très important d'avoir le point de vue des OTM d'abord. Parce que l'information passe d'abord par les OTM, Alors, et ensuite, voilà, et ensuite potentiellement est donnée aux arbitres. Vas-y, je te laisse traiter cette question. l'information passe d'abord par les OTM. Un temps mort qui va être annulé par les arbitres, c'est un temps mort qui va être pris clairement en dehors de la période dans laquelle le temps mort peut être accordé. Ça peut être sur une situation de jeu anodine, la remise en jeu est faite, l'entraîneur réagit tard à sa demande de temps mort. Le chronomètre peut ne pas être prêt aussi, mais donc il met son coup de sifflet pour faire la demande de temps mort. Manque de bol, le ballon est sur le terrain, l'arbitre fait signe de jouer et puis on continue comme ça. Euh, c'est des choses qui peuvent arriver, de moins en moins souvent quand même, parce que les OTM essaient de se préparer au maximum à ce genre de situation, les arbitres aussi. On lit, on le verra après, on essaie de garder l'œil sur les bancs pour voir un peu comment l'entraîneur et les joueurs peuvent bouger, comment ça réagit au niveau des bancs, pour essayer d'anticiper un petit peu ces éventuelles demandes. On peut avoir aussi le cas plus probable où en première mi-temps, l'entraîneur a pris les temps morts auxquels il avait droit. Il s'en souvient plus, il vient à la table demander un autre temps mort sur une contre-attaque ou quelque chose comme ça, et dans la précipitation, l'OTM prend son sifflet et siffle la demande de temps mort sur panier marqué. Or, il n'a plus le droit, l'entraîneur en question n'a plus de temps mort. Donc là, c'est le cas plus embêtant où il faut que les arbitres viennent à la table, viennent se faire expliquer qu'il n'y a plus de temps mort, il faut annuler le temps mort, il faut que le jeu reprenne. Donc là, les arbitres ensuite vont discuter avec les entraîneurs pour régler la situation et le jeu reprend sans le temps. Ouais, complètement. Et du coup, c'est quelque chose qui peut arriver. Et si jamais ça arrive, on définit la procédure au briefing, qui est que, bon, malencontreusement, le temps mort a été répercuté par l'OTM. En revanche, l'OTM se rend compte que finalement, il avait plus le droit à un temps mort. Donc, on appelle l'arbitre, on le fait constater à l'arbitre, on lui dit, bah, il a demandé un temps mort alors qu'il n'en avait plus. L'arbitre fait confiance à l'OTM et dit, OK, le temps mort est annulé parce que vous n'y aviez plus le droit. Et donc, du coup, on continue le jeu, il n'y a pas de temps mort. Donc, le cas d'un temps mort annulé. Ce qui peut arriver aussi également, Thierry, c'est que il me semble que certains coachs demandent temps mort, puis parfois l'annulent, et puis éventuellement disent qu'ils ne l'ont pas annulé. Ça arrive souvent, ça, non? Ouais, tout à fait. J'ai vécu cette triste expérience, effectivement, où sur une rencontre de haut niveau, Ligue féminine, l'entraîneur de l'équipe visiteuse vient, je suis à la marque, vient me demander un temps mort. Donc on prend la demande en compte, le jeu se déroule et à un moment donné, il y a une faute qui est sifflée ou un ballon qui sort en touche, peu importe. Et là, donc je répercute auprès des arbitres la demande de temps mort de l'entraîneur de l'équipe visiteuse, qui se retourne étonné en me disant mais je l'ai annulé. Donc les arbitres viennent à la table, on échange, je leur explique, moi j'ai vu la demande de temps mort, je répercute la demande de temps mort. L'entraîneur vient, dit mais j'ai annulé la demande. Je n'ai pas vu l'annulation de la demande. Alors, je ne dis pas que l'entraîneur ne l'a pas annulé, je dis juste que je n'ai pas vu l'annulation de la demande et donc j'ai répercuté cette demande-là. Après, c'est une discussion et puis c'est du bon sens. Dans mon cas, les arbitres ont annulé le temps mort et donc le jeu a repris. Voilà. La petite histoire dira que j'ai revisionné le match en vidéo sur cette séquence-là et l'entraîneur n'avait pas annulé son temps mort. Donc elle a joué sur l'effet de surprise et à ce moment-là, je n'ai pas été capable de lui certifier que non, elle n'avait pas annulé son temps mort. Oui, c'est très important. Et du coup,
l'importance est donnée au travail d'équipe. C'est-à-dire que l'arbitre qui se retrouve dans la situation où un coach lui dit non, j'ai annulé mon temps mort. Et l'OTM qui soutient qu'il n'a pas vu le temps mort, je pense que, enfin, qui n'a pas vu l'annulation du temps mort, je pense que là, il y a deux voies qui s'offrent à l'arbitre. Une voie qui va dans le sens du travail de l'équipe et de l'harmonie des officiels, et une voie qui va dans le sens de peut-être la facilité pour l'arbitre d'un point de vue personnel, mais qui va pas du tout dans le sens de l'équipe du coup et de la confiance qu'on doit s'accorder entre arbitre et OTM. Et donc du coup, je préconiserais largement que même si l'OTM potentiellement se trompe, qu'il aurait vu une annulation de temps mort, mais que ce n'était pas le cas, si l'OTM soutient qu'il n'a pas vu d'annulation de temps mort ou qui a vu une annulation de temps mort, je pense qu'il faut très souvent aller dans le sens, voire même tout le temps aller dans le sens de l'OTM, parce que donner raison au coach, ça va peut-être nous faciliter la tâche sur le moment, mais sur l'ensemble du match, on a besoin de cette confiance qu'il y a entre les OTM et les arbitres. Et donc du coup, moi, je serais plutôt d'avis de donner raison à l'OTM systématiquement pour justement garder ce lien de confiance qui nous servira jusqu'à la fin du match. J'ai une question Ouais. encore qui nous arrive. Est-ce que si l'entraîneur demande un temps mort auquel il n'a plus droit, est-ce qu'il est sanctionné d'une faute technique? Alors, si donc là tu dis qu'un entraîneur demande un temps mort, le temps mort est répercuté par les OTM ou pas? Allez, on va dire oui. On va dire oui. C'est pas précisé dans la question Et ben, Facebook. au même titre, ah d'accord, c'est une question Facebook. Au même titre qu'un temps mort qui est un petit peu trop long et qu'un coach abuse de son temps de temps mort, au même titre que ce cas de figure, une faute technique lui est sifflée parce que du coup ça lui fait comment dire prendre un temps mort auquel il n'a pas le droit. Et dans le cas où il a pris un temps mort qu'il n'en a plus et qui dépasse la durée de 50 secondes du temps mort, et ben après avertissement, il est sanctionné d'une faute technique et on ne redonne pas du coup un temps mort, on reprend le jeu directement. C'est-à-dire que même si il a demandé un temps mort auquel il n'avait pas le droit, non seulement on le sanctionne d'une faute technique, mais en plus on ne lui donne pas le droit au temps mort. Merci. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions Facebook? Non. Ok, on passe à la slide suivante. Maintenant, on va aborder le débriefing. Donc le fonctionnement du débriefing, quand? Donc immédiatement après la fin de la rencontre, il peut y avoir potentiellement des événements extérieurs qui viennent retarder les arbitres. Si jamais éventuellement une discussion s'engage avec un coach, un joueur, ça peut retarder légèrement l'arrivée des arbitres. Ce qui peut également retarder l'arrivée des arbitres, c'est si jamais il y a un événement ou un incident qui se passe après la rencontre, et donc du coup ils doivent rester à leur place sur le terrain pour comment dire analyser ce qui se passe et pour pouvoir après lors du débriefing noter tous les incidents qui se sont déroulés. Et une fois que les arbitres ont rejoint le vestiaire, c'est un moment calme pour récupérer physiquement pour les arbitres, parce que ça nous arrive très souvent à la fin d'un match d'être essoufflé, d'être exténué, autant physiquement que mentalement. Et c'est très important de prendre un temps de calme, que ce soit pour les arbitres et les OTM, pour redescendre en pression physiquement, mais aussi mentalement. Ça vous arrive aussi, vous les OTM, de parfois avoir les émotions, le cardio qui monte, parce que du coup, on vient de vivre une fin de match potentiellement serrée, et on a besoin de ce moment, non, pour récupérer Thierry. Oui, ça nous arrive aussi sur des rencontres qui sont un peu tendues en termes d'enjeux, en termes de stress et tout. Effectivement, quand on revient dans le vestiaire des arbitres, de temps en temps, on peut avoir besoin de 30 secondes de calme total. Ça arrive d'ailleurs assez souvent quand on rentre dans le vestiaire des arbitres, quand ils sont déjà là. C'est le silence absolu, chaque arbitre est dans son coin en train de faire sa petite routine pour redescendre, pour sortir du match. Et donc nous, ce moment-là, on en profite aussi. On respecte vis-à-vis d'eux, parce qu'ils ont quand même couru pendant 40 minutes, donc il y a aussi besoin de récupérer physiquement. Mais ça nous permet aussi de rentrer dans cette bulle de calme et de redescendre tranquillement pour pouvoir après aborder la dernière partie, donc, qui est le débriefing et la clôture de la rencontre. Et si les émotions et le cardio redescendent, faut pas que la concentration redescende pour le coup, parce que c'est quand même une tâche très importante de bien terminer le match par un bon débriefing, pour plusieurs raisons, on va le voir après, mais notamment pour la raison qui est que si la feuille de marque par exemple est mal terminée, si il y a un incident qui est mal rempli ou qui est mal complété lors du débriefing, ça peut nous causer des soucis par la suite. Donc c'est très important de garder ce niveau de concentration haut malgré le fait qu'on redescende, parce qu'il y a moins d'engagement physique et un petit peu moins d'engagement émotionnel forcément. La question où se déroule le débriefing,
C'est la même réponse que pour le briefing, c'est-à-dire que c'est dans le vestiaire des arbitres ou dans une pièce calme et espacée, mise à disposition par le club, sachant que très souvent, voire même tout le temps, voilà, le briefing a lieu, enfin du moins le débriefing a lieu dans la même pièce que le briefing, à moins qu'il y ait eu un événement particulier, mais ça arrive très rarement. Alors, qui est présent pendant le débriefing? Il y a forcément les arbitres, les mêmes arbitres qui étaient présents pendant le briefing et qui ont assuré le match. Du côté des OTM, Thierry? Pareil, les 4 OTM ou les 3 ou les 4 OTM qui ont assisté au briefing viennent assister au débriefing, viennent débriefer avec les arbitres. Même chose pour le commissaire et l'observateur. En gros, toutes les personnes qui étaient au briefing viennent au débriefing. À minima, exactement. Et toute personne supplémentaire peut être invitée par les arbitres suivant le déroulement de la rencontre. Si jamais on a eu un problème, je citais l'exemple d'insultes racistes potentiellement dans le public. Si jamais on a eu un problème, un incident qu'on se doit de déclarer sur la feuille de marque, eh ben on peut avoir besoin de la présence du délégué des officiels, par exemple, pour qu'il atteste de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a fait. Si on a par exemple un autre problème pendant le match, un joueur qui vient s'interposer physiquement avec un arbitre ou même un OTM, et ben c'est des choses qui impliquent qu'on invite le délégué des officiels et qu'il atteste lui de ce qu'il a vu, parce qu'il doit être présent pendant le match et il doit faire. C'est son rôle de faire attention aussi à ce qui se passe pour que dans ces cas de figure, il soit présent et réponde du coup à notre demande qui est qu'il atteste de ce qu'il a vu. Il peut y avoir également la présence des capitaines et entraîneurs. C'est notamment dans le cas d'incidents, il y a besoin de la signature des capitaines, c'est ça Thierry? Incident ou réclamation, il faut que les entraîneurs viennent. Si au cours de la rencontre, l'entraîneur vient poser une réclamation, il faut qu'il vienne confirmer sa réclamation auprès des arbitres à la fin du match. Donc il peut être amené aussi à venir dans le vestiaire des arbitres pour confirmer sa réclamation. Voilà. Totalement. Le capitaine dans le cas de signature pour des réserves et d'autres. Ou s'il y a un rapport, ils peuvent être sollicités pour signer, sachant qu'ils ont le droit également de refuser de signer. C'est quelque chose qui doit être notifié sur la feuille de marque ou sur l'e-marque, parce que effectivement, dans les autres divisions que le haut niveau, on utilise l'ordinateur et le logiciel e-marque. Ensuite, l'intérêt pour les officiels de ce débriefing. Donc, faire redescendre la pression, on l'a dit tous les deux, Thierry. Euh, Évacuer les éventuels doutes et frustrations. Donc, si jamais pendant le match on a des interrogations d'un côté comme de l'autre, c'est bien de les mettre à plat pour non seulement comprendre ce qui s'est passé et surtout pour les prochaines rencontres ne pas répéter les mêmes erreurs. Parce que ça peut nous arriver, j'imagine Thierry, ça a dû arriver aux OTM comme ça arrive aux arbitres, de recevoir des remarques positives ou négatives et de se dire bon ok pour la prochaine rencontre je vais faire attention à ça. C'est ça. Et c'est ce qui nous sert, cette expérience-là nous sert pour la rencontre d'après, au briefing, pour partager ces expériences passées et aider à alimenter un peu cette base de données de situations un petit peu anachroniques qui vont nous aider en les surmontant à faire une bonne rencontre. Ce moment, en fait, cet intérêt, ce débriefing, donc, il sert effectivement à faire tout ça et à clôturer cette rencontre dans un endroit qui va être le plus calme possible, si tant est que, en cas de réclamation, de fin de match un peu compliqué, le vestiaire, ça peut être aussi un endroit de passage de nombreuses personnes. Donc voilà, il faut arriver à rester dans cette bulle-là et finir le match le plus proprement possible. Oui, complètement. Et cette analyse à chaud, elle est à double tranchant parce que d'un côté, elle nous permet d'avoir une analyse presque en live de ce qui vient de se passer, mais d'un autre côté, il peut y avoir encore les émotions de présentes. Il peut y avoir également, je sais pas moi, un problème de frustration d'un OTM qui n'a pas été entendu par un arbitre ou un arbitre qui n'a pas suivi comment dire, la vision de l'OTM et du coup un manque de confiance. Et donc cette analyse à chaud, de par le fait que bah, c'est de l'humain, c'est de la communication, c'est des sentiments, c'est beaucoup de choses, des émotions, et toutes ces choses-là peuvent faire que l'analyse à chaud peut s'avérer compliquée. Je sais pas si tu as l'exemple d'un match où l'analyse à chaud était compliquée, Thierry. L'analyse, pas vraiment. C'est quelque chose qu'on apprend à faire au fur et à mesure. C'est très Ça peut être un exercice difficile suivant le match qu'on vient de faire. On peut avoir, comme tu disais,
une personne frustrée à la table de marque parce que reprenons l'histoire du temps mort, qui a été demandée un peu en retard ou qui est accordé à une équipe alors que la personne qui prend le temps mort dit j'ai pas pris le temps mort parce qu'il était demandé hors délai. L'arbitre vient et dit oui mais quand même bon, le temps mort il y avait droit, je lui donne. Cette situation-là peut mettre l'OTM dans une situation de frustration et s'il ne sait pas sortir de cet événement-là, il va garder cette frustration tout le match. C'est l'occasion, le débriefing, de revenir sur ce point-là avec les arbitres pour crever l'abcès et faire en sorte que tous les acteurs, OTM et arbitres, partent de la rencontre en s'étant dit ce qu'il y avait à dire sur le match et sans garder de rancœur les uns par rapport aux autres. Exactement, c'est une sorte de balance à essayer d'équilibrer au maximum entre d'un côté ce qu'on doit dire, ce qu'on se doit de faire passer comme message d'un côté comme de l'autre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et de l'autre essayer de gérer ce côté humain et ce côté émotion pour ne pas aller dans le jugement personnel mais se contenter de commenter des faits, voilà, de se baser sur des choses très concrètes pour ne pas vexer et pour ne pas faire en sorte que la personne se sente jugée, quoi. C'est le plus important. On peut aussi sortir d'un match en étant conscient, nous, d'avoir fait un mauvais match ou de ne pas avoir fait un très bon match. Voilà, cette frustration-là, il faut aussi savoir l'évacuer rapidement. Je prends un exemple, un match où on est au chronomètre, la rencontre se passe bien globalement, pas de souci particulier, mais au poste de chrono, voilà, j'ai raté des choses. Alors pas les arrêts et le démarrage du temps de jeu, donc tout ce qui se voit. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème, mais un temps mort qui n'est pas affiché au tableau dans les temps ou des choses comme ça. Ce sont des petits événements qui peuvent rapidement prendre de l'importance dans la tête de l'OTM en question, de l'OTM concerné, et lui faire perdre un petit peu de vigilance et de concentration sur la suite de la rencontre. Oui, complètement, ouais. Tous ces points-là doivent vite être corrigés et évacués. Complètement. Et donc du coup, quelles sont les informations échangées lors du débriefing? Donc pour essayer de schématiser un peu ce qui se passe, on essaye de parler de la communication. Est-ce qu'elle a été claire? Réponse oui, dans ce cas-là tout va bien, parfait. Réponse non, dans ce cas, pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi surtout ne pas l'avoir corrigé pendant la rencontre? Donc, dans un premier temps, on analyse ce qui s'est passé pendant le match, comment on aurait pu faire en sorte que cette communication soit plus claire. Et dans un second temps, on se projette sur les matchs futurs en se disant, ok, on se sert de cette erreur qui nous est arrivée aujourd'hui pendant cette rencontre pour que les prochains matchs, on ne la reproduise pas. C'est ça, Thierry? Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'expérience de la rencontre qu'on vient de faire doit nous servir pour les rencontres futures. On peut avoir raté quelque chose, on peut avoir négligé certains points de la communication. C'est fait, on le note. C'est terminé, on en prend acte et on fait en sorte sur la prochaine rencontre de s'améliorer. Exactement. On revient sur les situations spéciales qui ont été rencontrées. Est-ce qu'elles ont été bien gérées? Si oui, très bien. Sinon, comment mieux la gérer la prochaine fois? Toujours le même processus un petit peu de réflexion et d'analyse pour essayer d'être toujours plus performant. Voilà, Avons-nous... Ah pardon, oui, exactement, c'est la même chose. Avons-nous fait ce qui avait été dit lors du briefing? Oui, parfait. Non, pourquoi? Comment faire en sorte que ça n'arrive pas? Quelles ont été les raisons? Et ça, on va le voir dans les diaporamas juste après. Retour sur une situation peu ou mal comprise par un des officiels. Voilà, ça peut arriver qu'un arbitre prenne une décision ou fasse en sorte qu'on reparte suivant telle ou telle réparation et potentiellement il ne donne pas l'information ou du moins il ne donne pas toute son explication à l'équipe des officiels parce qu'il est dans le show, il veut reprendre, il veut gagner en fluidité. Et ben peut-être que c'est le moment aussi pour les OTM d'interroger cet arbitre et de dire j'ai pas compris ce qui s'est passé. Moi j'ai cru qu'il y avait ci alors qu'en fait il s'est passé ça. Donc est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, quel a été ton processus de décision? Voilà, c'est des moments importants. Et donc ces points sont abordés dans le but d'améliorer nos prochaines rencontres. C'est ce qu'on a dit tout au long de la diapo. Voilà, on se projette sur la prochaine étape. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas découvrir une erreur non signalée pouvant avoir une incidence sur le bon déroulement de la rencontre ou le résultat de la rencontre.
Je l'ai mentionné tout à l'heure sur le comportement éventuel des bancs, donc joueurs ou coachs envers les OTM. C'est pas quelque chose qu'on doit apprendre à la fin du match parce que on n'a plus les armes pour agir. Mais ça peut être également le cas dans des situations beaucoup plus importantes où il y a eu des erreurs, où il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Je prends l'exemple, c'est pas du tout pour stigmatiser, mais on va prendre l'exemple d'un OTM qui a mal arrêté son chrono et qui a voulu le corriger, mais qui n'a pas eu le temps et qui finalement on est reparti sans corriger cette erreur. Et ben c'est pas quelque chose qui doit être appris au débriefing, c'est quelque chose qui doit être appris directement sur le moment pour faire en sorte qu'on reparte de la bonne manière. Parce que encore une fois, si on l'apprend au débriefing, et ben on peut plus agir. Et on ne refait pas le match. Ça c'est le deuxième point. On peut pas refaire tout le match. On va pas reprendre toutes les situations. On se concentre sur les points essentiels, les points qui ont posé des difficultés, les choses qui ont été bien faites, les choses qui ont été mal faites. Et parmi ces points essentiels, effectivement, il y a le fait de ne pas découvrir certains éléments. Ça t'est déjà arrivé, toi, Thierry, je sais pas moi, de voir un collègue OTM qui dit quelque chose à la fin du match, une information qu'il aurait peut-être dû donner avant? Oui, oui, ça m'est arrivé de temps en temps sur certains matchs. On peut avoir un OTM au chronomètre, je l'ai vécu en l'occurrence, qui va dire à l'arbitre bon, dans le deuxième quart-temps, sur une remise en jeu, j'étais pas prêt parce que je regardais le banc de l'équipe A, le jeu est reparti, donc j'ai démarré un peu en retard, mais bon, ça va, il n'y a pas eu d'incidence. Et puis au début du troisième quart-temps, pareil, j'ai raté un truc, j'ai arrêté en retard, et à la fin du troisième quart-temps, ou à la fin dans les 2 dernières minutes de la rencontre, sur un panier marqué, j'ai pas arrêté le chrono. Et si on met bout à bout toutes ces petites choses, on se rend compte que le match, il n'a pas duré 40 minutes, mais il a duré. En fait, il manque du temps de jeu. Ça met tout le monde mal à l'aise, ce genre de situation met tout le monde mal à l'aise, les arbitres, parce que ils peuvent se dire, mais je l'ai pas vu, donc je n'étais pas assez concentré sur ce que je faisais. Les autres OTM à la table, qui eux aussi, bon, chacun a son rôle, on n'a pas forcément toujours les yeux sur le chronomètre, et là on peut sortir du match en disant, punaise, on a raté tout ça, c'est pas bon. Voilà, donc c'est le genre de situation où on peut sortir d'un match, on peut arriver au débriefing sur un match en disant bon, tout s'est bien passé, il n'y a pas de soucis, machin. Et on sort du débriefing, alors là c'est la situation inverse, on rentre au débriefing en étant à peu près content de notre prestation et on sort du débriefing frustré parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a plein de petites choses qui ne se sont pas bien passées. Et c'est ce genre de petits couacs qu'il faut arriver à corriger tout de suite. Alors, soit en disant à son collègue, attends, j'ai oublié d'arrêter mon chrono, j'ai démarré en retard, voilà, surveille-moi ou aide-moi, ou soit en disant à l'arbitre sur un ballon mort, sur l'action d'avant, j'ai démarré 2 secondes en retard. Voilà. L'arbitre a l'information, après il en fait ce qu'il en veut, je dirais, soit il prend la décision de corriger le temps de jeu, soit il prend la décision de ne pas la corriger, mais il a l'information. J'ai l'expérience, j'ai le souvenir d'un match télévisé où j'étais à la marque, j'avais un commissaire à côté de moi, c'était la semaine des As de l'époque, un commissaire entre moi, la marque et mon chronométreur, et des soucis d'appareil de chronomètre. C'est-à-dire que l'appareil s'arrêtait de façon complètement intempestive. Donc on avait l'information, on surveillait le chronomètre autant qu'on pouvait, tous pour le coup, mais il y avait des loupés, il manquait du temps de jeu. Le match était serré, donc on prévient les arbitres étaient au courant de la situation, mais malgré ce, il y avait encore des petits soucis, et mon chronométreur me dit Thierry, le chrono s'est arrêté, une fois, 2 fois, et on se rapproche, on connaît les arbitres, on leur dit. Et sur le 4e quart-temps, score serré et tout, pareil, problème de chronomètre qui s'arrête, on redémarre, mais chaque fois on perd 12 secondes, donc on vole les équipes en temps de jeu. Et sur un temps mort, il me dit Thierry, il faut qu'on dise aux arbitres, il dit sur le prochain arrêt, il faut qu'on prévienne les arbitres, ça ne peut plus aller. Et on pose la question au commissaire qui lui ne sait pas trop comment réagir à la situation. Et du coup, on a pris la décision, nous, sur un ballon mort, d'appeler les arbitres
pour leur expliquer la situation. Voilà, là on a perdu 4 secondes, on a perdu 2 secondes. Plus on s'approche de la fin du match, plus le fonctionnement se dégrade. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a fait le bilan de ce qu'on avait raté, et les arbitres ont pris la décision de remettre du temps de jeu au panneau d'affichage pour justement pas frustrer les équipes et ne voler aucune équipe, au moins sur le temps de jeu. Permettre à la rencontre d'aller à son terme en pouvant dire aux équipes, à celle qui a gagné comme à celle qui a perdu, vous avez eu 40 minutes de jeu pour vous départager. Voilà. Donc là, c'est le cas où effectivement la communication avec les arbitres a bien fonctionné et la situation a été gérée. Le cas inverse est forcément plus embêtant. Oui, complètement. Ouais. Et ça nous rappelle que la communication, c'est totalement primordial. Et ce qui peut rendre compliqué parfois cette communication, c'est que les OTM, vous avez souvent à gérer cette espèce d'équilibre entre le nombre d'informations que j'ai et essayer de sélectionner les bonnes informations et du moins celles qui sont essentielles pour les arbitres. Parce que ce qui peut arriver pendant un match, c'est que on peut passer dans la surcommunication de la part des OTM envers les arbitres, par exemple, et qui nous donnent beaucoup trop d'informations et des informations qui sont parfois pas forcément utiles et qui va nous faire un petit peu perdre le fil du match. Alors que, au contraire, si on est dans la sous-communication, on communique pas assez, bah, on n'a pas d'informations et cette fois-ci, on arrive dans le cas inverse de ce que tu viens de nous présenter et on arrive à des situations d'erreur qu'on aurait pu corriger sur le terrain mais qu'on ne le fait pas et qu'on apprend qu'au débriefing. Donc c'est vraiment trouver une sorte de juste milieu entre les deux, pas être dans la surcommunication, pour autant communiquer un minimum et surtout donner les informations essentielles et qui peuvent avoir leur importance sur le terrain. Les préoccupations communes. Donc, je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, c'est faire en sorte que la rencontre se repasse le mieux possible, parce que c'est finalement un petit peu notre vocation. Sur les arbitres comme les OTM, les officiels, on est là pour être des facilitateurs du jeu, on n'est pas là pour se mettre en avant ou quoi que ce soit. Le but, c'est que la rencontre elle se passe le mieux. Si on demande à un OTM ou un arbitre, qu'est-ce que tu peux souhaiter le plus fort à la fin de ton match, généralement, il va nous dire qu'il se passe pas de problème. Alors, c'est pas toujours le cas, parce que forcément, notre activité veut que on est forcément confronté à des situations un peu complexes et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est ce côté risque. Mais le but, in fine, c'est que la rencontre se passe bien et c'est partagé par les arbitres comme les OTM. C'est ça, Thierry? C'est ça, c'est exactement ça. Du côté OTM, c'est la même chose. Le but, c'est que la rencontre se passe donc le mieux possible. On a des éléments et des outils pour que ça se passe le mieux possible. Il y a le règlement, le règlement de jeu, et ensuite toute la communication entre OTM à la table de marque et entre OTM et arbitre. Et pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible, on peut compter les uns sur les autres, comme on l'a mentionné plusieurs fois dans ce live. On a mentionné le fait qu'on peut faire confiance envers les OTM peuvent faire confiance envers les arbitres. C'est le but aussi de cette équipe, c'est de se faire confiance les uns les autres pour essayer de trouver la meilleure décision pour la rencontre. Il faut essayer de faire en sorte de rester clair et factuel lors de nos échanges. On l'a mentionné un petit peu tout à l'heure, lors du débriefing, si jamais un arbitre qui est frustré de son match, qui a fait plein d'erreurs et qui est encore un petit peu dans cette émotion et cette frustration, si jamais cet arbitre il donne tout un tas d'informations, tombe dans la surcommunication, il donne tout un tas d'informations pas forcément utiles, ben on va perdre en qualité de débriefing parce que du coup on va noyer toute l'équipe dans ces informations. Il va nous dire oh j'ai oublié un marché, mince je me suis trompé sur la sortie. C'est des choses qui peut-être vont lui servir à lui pour progresser dans les prochaines rencontres, mais qui, en l'occurrence, dans le cadre du débriefing, ça n'a pas sa place, parce que ce ne sont pas des choses essentielles, c'est pas des choses qui vont servir aux autres, c'est juste des remises en question personnelles qui, justement, doivent être un maximum gommées dans ce genre de situation. Ça doit arriver aussi, potentiellement, chez les OTM aussi, parfois, ça m'est arrivé, pour le coup, lors d'un débriefing, d'entendre un OTM qui nous liste toutes les erreurs qu'il a réalisées pendant le match. Et au final, si on se concentre sur les 2 ou 3 erreurs qui ont eu de l'importance, bah, ça rend tout de suite beaucoup plus clair le débriefing et ça nous permet surtout d'avoir un bilan beaucoup plus utile pour les prochaines rencontres. Oui, et à l'inverse, l'OTM qui va lister, comme tu dis, parce que ça aussi, ça existe effectivement, toutes les petites erreurs qu'il a faites pendant la rencontre, les 2 ou 3 qui auront eu de l'importance sur la rencontre vont être complètement étouffés dans le flot de tout ce qu'il a noté, et il n'arrivera pas à ressortir les 2 ou 3 éléments sur lesquels il faut effectivement qu'il travaille le plus, quoi. Oui, c'est clair que toutes ces petites erreurs
il faut qu'on les ait en tête, il faut qu'on sache s'analyser et traiter tous les petits écarts qu'on a pu commettre pendant la rencontre, mais il faut garder surtout en tête les points principaux qui vont permettre sur les prochaines rencontres de bien fonctionner avec les arbitres sur le terrain. Totalement. Tout ça pour arriver à notre but ultime qui est de ne pas influer ou d'influencer au minimum la rencontre et de faire en sorte que ce soit les acteurs du jeu, donc les joueurs, les coachs, qui soient les seuls maîtres du jeu et qui soient les seuls décisionnaires du résultat final. Les raisons qui peuvent expliquer une mauvaise communication. Il y en a plusieurs. La répétition des mêmes banalités, donc ça on le mentionnait tout à l'heure avec le pouce plaqué de 3 points, c'est bien de le dire, mais le dire sans vraiment avoir conscience des tenants et aboutissants de ce que l'on dit, ça n'a aucun intérêt. Donc dire les choses, certes, mais surtout avoir conscience de l'importance que ça peut avoir dans la rencontre et des conséquences que ça peut avoir. Le manque de confiance en soi, en l'autre, ça peut arriver parfois, malheureusement, c'est des choses qu'on ne souhaite pas, mais ça arrive parfois au sein d'une équipe d'officiels, d'avoir eu parfois la confiance qui est trahie, c'est-à-dire qu'un arbitre ne fait pas confiance à un OTM ou à l'inverse, un OTM ne fait pas confiance en la décision de l'arbitre et tout de suite l'harmonie de l'équipe est mise en danger et ça nous fait prendre comment dire une voie qui ne va pas dans le sens de la performance et qui peut nous mettre en difficulté. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre ce genre de situation, Thierry? Oui, clairement, oui, ça m'est arrivé. Donc là, je tairai les noms et tout, mais j'ai déjà assisté à des briefings où les arbitres rentrent dans le vestiaire, ou on rentre dans le vestiaire des arbitres pour le briefing, et la réaction d'un des arbitres de la rencontre est de souffler en disant ce soir on va encore se faire s'embêter, ça va être un match nul, ça va être long, etc., etc. Alors, c'est un peu gênant parce que, ok, il nous fait part de son état d'esprit, très bien. C'est le genre de réflexion que je pense qu'on doit garder pour nous, où on ne doit pas l'étaler comme ça à l'ensemble de tout le monde, parce que ça met toute l'équipe du coup en situation délicate. Qu'est-ce qui va se passer réellement sur le match de ce soir? Est-ce qu'il le prend est-ce que ce match-là, il va le siffler n'importe comment parce qu'il n'avait pas envie d'être là? Enfin, voilà, ça peut créer un malaise, effectivement, comme tu disais, et mettre l'équipe sur de mauvais rails. Voilà. C'est difficile, ça peut être compliqué, ça peut rendre le match compliqué. On peut avoir aussi les raisons de mauvaise communication, la peur de révéler son erreur. On en parlait tout à l'heure, au débriefing, on arrive, le match est fini, ça bon, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Le match est terminé, on passe à autre chose. Et au débriefing, on commence à sortir un peu, là je me suis trompé, là j'ai oublié ça, là j'ai pas fait comme il fallait. C'est pourtant des points qu'il faut régler sur le moment, au moment de la rencontre. Et là, on peut avoir des personnes, des OTM, qui ont peur de révéler leur erreur au moment où elle apparaît. Sur un match de basket, les arbitres se trompent. Ils nous le disent au briefing, de toute façon, on va faire des erreurs. Je dirais que la force qu'ils ont par rapport à nous, ou l'avantage qu'ils ont par rapport aux OTM, c'est que l'arbitre va se tromper sur une décision, ça va pas forcément se voir. Un OTM va se tromper dans la manipulation de son appareil ou sur un nombre de fautes affichées ou quelque chose comme ça, tout de suite ça va se voir. Ça va se voir et c'est ce qui va créer un peu la réaction du public, qui va mettre un peu plus de pression sur l'ensemble des officiels. Et ça, l'OTM, s'il n'est pas préparé à ça, il peut assez mal le vivre et donc re-rentrer encore un peu plus dans sa bulle et s'enfoncer au fur et à mesure que la rencontre avance. En fait, au lieu d'arriver à performer, il va au contraire s'écraser un petit peu dans son rôle et disparaître de la table, ce qui a le risque de créer un déséquilibre parce que les collègues vont compenser un peu ses manques, etc. Et voilà, ça va nous amener dans un cercle un peu dangereux par rapport à ça. On peut avoir aussi l'autre effet inverse, c'est-à-dire que l'OTM ne va pas appeler l'arbitre pour ne pas les déranger. J'ai en mémoire l'exemple d'un match où il y a plusieurs petites bricoles, petits pépins au niveau de la table de marque. Donc les arbitres viennent régulièrement à la table voir ce qui se passe, corriger, informer les arbitres
de ce qui est en train de se passer, des corrections qui sont faites, etc. Et au bout d'un moment, l'OTM n'ose plus appeler l'arbitre. Donc il va garder cette erreur, il va la cacher, et il va surtout la garder, voilà, il va la garder avec lui parce qu'il n'aura pas évacué, quoi. Il n'aura pas évacué cette erreur-là. Et souvent, ça va arriver on va arriver au débriefing où l'arbitre va discuter de tous les points et l'OTM va sortir le point supplémentaire dont les arbitres n'ont pas eu connaissance. Et l'arbitre va lui dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Parce que ça faisait 10 fois que je vous appelais, vous avez traversé le terrain 10 fois, je n'allais pas vous rappeler le 11e fois. Voilà, c'est toutes ces petites situations-là qui peuvent, qui sont les raisons d'une mauvaise communication. Exactement, Ouais, et parfait. le point suivant, c'est lié, tout est lié, c'est du coup de révéler une faiblesse par rapport à sa fonction. Donc c'est la faiblesse par rapport à sa fonction va entraîner peut-être une erreur. Cette erreur, il va falloir la corriger. Donc il va falloir un révéler l'erreur, deux appeler les arbitres pour corriger cette erreur. Tous ces trois points sont liés entre eux dans les raisons d'une mauvaise communication. Et ce qui est dommage, c'est que ce soit du point de vue de l'OTM qui réalise une erreur, qui a peur de la révéler, ou de l'arbitre qui parfois aussi a peur de révéler ses faiblesses, ces stratégies d'évitement, quelque part, qui sont réalisées au débriefing, elles empêchent d'augmenter nos performances, elles empêchent finalement d'apprendre de nos erreurs. Parce que certes, on va préserver un peu de notre ego et de notre confiance en se disant, ok, je vais pas dire ce qui s'est passé, je vais pas dire que je me suis trompé parce que j'ai pas envie que on me juge comme quelqu'un d'incompétent, etc. Sauf que à long terme, c'est quelque chose qui s'avère négatif parce que forcément, on est moins performant pour la suite. Il peut y avoir la méconnaissance du règlement, forcément, ça découle de nos faiblesses. Et la précipitation et l'enchaînement des événements, donc on l'a mentionné aussi tout à l'heure, cet effet boule de neige qui fait qu'on a une erreur suivie d'une autre, que ce soit pour les arbitres comme les OTM, toujours pareil. Et cette précipitation et cet enchaînement va faire que l'erreur va devenir de plus en plus grosse et va nous mettre de plus en plus en difficulté. Donc finalement, le maître mot reste la communication et l'humilité, l'honnêteté qu'on a en fin de match pour dire, ok, j'ai fait cette erreur-là, bon bah je suis désolé, mais la prochaine fois, je ferai en sorte de pas le faire. Du coup, comment éviter de tomber dans ces écueils? C'est tout l'intérêt de notre intervention, c'est de pointer du doigt ce qui peut se passer d'un point de vue négatif, mais aussi de donner un petit peu des solutions. Donc la communication, encore et toujours, on l'a beaucoup mentionné pendant ce live, c'est ce qui va très régulièrement faire en sorte qu'on arrive à s'en sortir. C'est ce qui fait que d'une situation très complexe, on arrive à donner un petit peu de clarté, on arrive à s'en sortir et on arrive à faire comprendre à tous les acteurs ce qui s'est passé et à reprendre de la meilleure des manières. Répondre à la question qui nous est posée, pas celle que l'on aurait voulu entendre. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et qu'on revoit, enfin qu'on vit, pour ne pas dire tous les week-ends, mais assez souvent, parce qu'il peut arriver que lors d'une situation complexe, un arbitre a une question et avant d'aller la poser, du côté des OTM, l'OTM se fait une idée de cette question. Et je vais te laisser aborder ce point-là du point de vue des OTM puisque c'est très intéressant. Oui, on peut avoir la situation suivante sur une fin de possession au chronomètre des tirs, un tir qui est pris à la limite des 24 secondes. Donc l'OTM gère son chronomètre des tirs. Le ballon est parti, touche ou touche pas l'anneau. Le chronomètre des tirs sonne. Derrière, il y a une violation, le ballon sort en touche. Voilà, donc il y a le signal du chronomètre des tirs, le coup de sifflet de l'arbitre. Et dans la confusion, on ne sait pas trop qui est arrivé en premier ou comment la remise en jeu va se faire. Donc les arbitres vont se consulter et reviennent ensuite vers l'OTM en question pour lui poser une question. Et l'OTM, lui, il veut, comme il a géré l'OTM, le chronomètre des tirs a géré la situation du tir, donc lui, il voit l'arbitre venir vers lui. Il se dit, l'arbitre va me demander si le tir a été fait à la sonnerie des 24 secondes. Alors en fait, l'arbitre arrive et il lui demande est-ce que le ballon a touché l'anneau sur le tir ou pas. Et là, le chronomètre de tir il est coincé, il ne sait plus quoi répondre.
Parce que lui s'est fait une idée de la question qui allait lui être posée et de la réponse qu'il allait donner. Et l'arbitre arrive, il lui demande alors le ballon a touché un homme ou pas, et le chronomètre en retire, le moment où lui il est parti avant la seconde. Et là on se trouve dans une situation où il va falloir que l'arbitre repose la question. Si l'OTM est bloqué sur sa réponse, il ne va pas écouter la question de l'arbitre. Donc voilà, il est très très important de bien écouter ce que l'arbitre vient nous demander, ce que l'arbitre vient nous poser comme question. Si nécessaire, on lui fait répéter la question pour avoir nous le temps de zapper la réponse qu'on s'était préparée et de réfléchir à la situation et à la réponse que veut entendre l'arbitre, pour être sûr de lui donner l'information dont il a besoin, qui n'est pas forcément celle que nous, on a envie de lui donner. Et toute la difficulté de la communication est là. Souvent, dans ces cas-là, il y a le public derrière, ça siffle, ça hurle, ça crie, il y a un peu de bruit. Il y a souvent les coachs qui sont en table et qui attendent impatiemment le résultat de cette concertation. Voilà. Donc il faut faire abstraction de tout ça et bien se concentrer sur la question que vient nous poser l'arbitre. Exactement. Oui, c'est pas toujours simple, d'autant plus que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans une sorte de pression temporelle dans ces moments-là. C'est-à-dire que d'un seul coup, le jeu s'arrête et d'un seul coup, tous les acteurs, spectateurs, joueurs, coachs, ils attendent qu'une seule chose, c'est de reprendre et leur attention, elle est focalisée sur l'équipe des officiels parce que c'est eux qui doivent régler le problème et c'est eux qui doivent faire en sorte de dire OK, on repart. Sauf que pour dire OK, on repart, faut d'abord que nous, d'un point de vue réglementaire, ce soit OK. Faut que d'un point de vue sur l'échelle du match, faut qu'il n'y ait pas d'erreur susceptible d'entraîner d'autres erreurs. Faut qu'on reparte bien. Et donc souvent, ce qu'on se dit, c'est prendre le temps parce que on préfère repartir bien et mettre une minute à repartir dans le bon sens que tout faire trop vite, faire en 30 secondes et puis finalement repartir avec la mauvaise réparation. Donc, comme tu l'as dit, ça passe par des questions simples, entre guillemets. L'arbitre doit faire en sorte de poser une question fermée, la réponse doit être oui ou non. L'OTM, lui, ne doit pas préparer la question, il ne doit pas anticiper, il doit finalement faire une sorte d'éventail de toutes les informations qu'il a, d'attendre la question et une fois qu'il a la question, piocher dans toutes les informations qu'il a pour donner l'information nécessaire à l'arbitre. C'est vraiment très important d'être dans cette préparation et non, cette anticipation qui nous conduit parfois à faire des erreurs. Et donc, comme je disais, c'est voilà, ne pas agir dans la précipitation, c'est écrit prendre son temps, rester calme, ce qui est très compliqué quand toute l'attention est focalisée sur nous. Une fois que cette situation elle a été gérée, ce qui est important également pour ne pas réaliser d'autres erreurs, c'est de passer à autre chose. Ce qu'on se dit souvent en tant qu'arbitre pour notre propre performance, mais aussi pour toute l'équipe des officiels, c'est qu'il faut absolument, une fois que la situation elle a été gérée, passer à autre chose et ne pas continuellement se ressasser l'erreur qu'on a fait, parce que forcément ça va nous conduire à réaliser plus d'erreurs, et c'est pas le but. Oui, quelle que soit la décision qui va être prise sur la situation qui pose problème, elle peut être bonne ou mauvaise, elle est prise. Il ne faut pas que la personne qui n'allait pas dans le sens de la décision qui est prise soit frustrée et reste sur cette frustration. La situation est gérée, on passe à autre chose. On évacue, on est sur le match et on continue. Exactement. Et donc, pour conclure, les arbitres et les OTM ont un vrai rôle à tenir sur la rencontre, de régulation, de contrôle, d'assistance entre eux. Et tout cela pour faire en sorte que la rencontre se passe le mieux possible, qui reste notre objectif premier. Et pour faire en sorte également, comme c'est noté sur le diaporama, que les joueurs et les coachs ne ressentent le moins possible notre présence. Parce que quelque part, notre rôle il est rempli quand personne nous voit. C'est une activité un petit peu de l'ombre où finalement, quand l'attention elle est portée sur l'équipe des officiels, c'est qu'il y a eu une erreur ou que potentiellement on suspecte l'équipe des officiels d'avoir réalisé une erreur. Donc finalement, moins l'attention elle est posée sur nous, plus c'est quelque chose de confortant pour l'équipe des officiels, puisque ça voudrait dire qu'on a réalisé le moins d'erreurs. J'espère que cela il vous a éclairé un petit peu sur cette facette de notre préparation de match, sur cet aspect un peu bizarre potentiellement de voir les arbitres et les OTM se réunir avant le match, après le match. J'espère que ça aura servi à éclairer un peu tout ça, vous donner des informations potentiellement qui peuvent vous servir dans votre activité de coach, d'arbitre, d'OTM.
J'espère vraiment que ça vous aura servi, que vous avez trouvé ça intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Thierry, peut-être? Non, non, rien de plus. Pour moi, ça a été intéressant de préparer le live de ce soir. J'espère que oui, moi aussi, qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura fait découvrir une facette qui est moins connue dans la pratique du basket et peut-être initier quelques, quelques envies de nous rejoindre dans le monde des officiels. Et du coup, le plaisir était partagé pour moi. C'était vraiment un réel plaisir de partager avec un OTM. Parfois, on a tendance à diviser un peu ces équipes d'officiels, d'un côté arbitre, d'un côté OTM. Et moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant de discuter avec toi et de voir un petit peu le point de vue de l'OTM, de ce qu'il attend, de ses besoins pour un petit peu être plus performant nos prochaines rencontres et la prochaine saison. Merci à toi en tout cas, Thierry. Merci à vous. Merci à vous, Thibaut et Thierry, pour cette intervention et pour la qualité des informations que vous avez transmises à toute la famille basket. Donc, on voulait vous remercier à tous de nous avoir suivis pour ce dernier live. Vous souhaitez de bonnes vacances, d'en profiter et puis de se retrouver à la rentrée. Normalement, les conditions sanitaires ont lieu d'aller beaucoup mieux. Donc, je pense que la reprise du basket pour tout le monde devrait s'effectuer en compétition au cours du mois de septembre. Donc, au plaisir de vous retrouver tous sur les bords des terrains et un petit peu plus loin que votre écran. Voilà. Merci. Merci à vous tous. Bonnes vacances et à bientôt. À très vite. À bientôt. Au revoir.